Imaginez une femme dont le visage a captivé des millions de spectateurs, une icône du cinéma français, dont le nom évoque à la fois la passion, la grâce et un mystère insaisissable. Michel Mercier, l'éternelle Angélique, n'était pas seulement une actrice, elle était une force de la nature, une âme rebelle qui a défié les conventions, les trahisons et les attentes pour tracer sa propre voie. Mais derrière les crinolines et les projecteurs se cachait une vie marquée par des combats acharnés, des amours brisés, des pertes déchirantes et une lutte silencieuse contre la maladie. Pourquoi a-t-elle choisi de briser le silence après des décennies de mystère? Comment une femme si adulée a-t-elle affronté un monde qui cherchait à la réduire à une image? Et qu'est-ce qui, dans ces dernières années, l'a enfin poussée à embrasser l'héritage qu'elle avait fui si longtemps? Cette vidéo n'est pas seulement une plongée dans la vie d'une légende. C'est un voyage de 25 minutes dans l'histoire d'une femme qui a tout risqué pour rester fidèle à elle-même, une histoire de triomphes éclatants, de chagrin profond et d'une résilience indomptable. Si vous êtes passionné par les récits de célébrités qui ont marqué leur époque, par les vérités cachées derrière la gloire, alors restez avec nous. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires de vies extraordinaires. Car l'histoire de Michel Mercier, audacieuse, poignante, inoubliable, mérite d'être racontée. Née le 1er janvier 1939 dans la ville ensoleillée de Nice, Jocelyne Yvonne Renée Mercier grandit dans un monde de confort et de rigidité. Fille aînée d'un pharmacien prospère, elle est l'héritière présumée d'une entreprise familiale florissante dans la pharmacie et les cosmétiques. Dans cette maison où la science, la tradition et le statut social règnent en maître, son avenir semble gravé dans le marbre, une vie respectable, prévisible, à la tête des laboratoires Mercier. Mais dès l'enfance, Jocelyne ressent ses attentes comme une prison dorée. Son esprit s'égare loin des formules chimiques et des bureaux feutrés. Elle rêve de mouvement, de liberté, d'une vie où l'âme peut s'exprimer sans contrainte. À 8 ans, elle convainc ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice, devenant l'un des plus jeunes, petits rats, de la compagnie. Le studio de danse devient son refuge, un lieu où chaque pirouette, chaque douleur musculaire, chaque répétition exténuante la rapproche d'un sentiment de plénitude qu'elle ne peut expliquer. La danse n'est pas une simple passion, c'est une évasion, une rébellion contre un destin tout tracé. Je ne voulais pas d'une vie calculée, confiera-t-elle des années plus tard. Je voulais ressentir, vibrer, exister. À l'adolescence, son talent pour la danse éclate au grand jour. Sa grâce naturelle et sa discipline impressionnent ses professeurs, et elle illumine les scènes locales avec une intensité rare pour son âge. Mais ce don, loin d'être célébré par sa famille, devient une source de tension. Son père, un homme pragmatique, voit la danse comme un caprice, une distraction passagère qui s'éteindra face aux responsabilités familiales. Pour lui, la danse n'était pas un métier, dira-t-elle. C'était un passe-temps, rien de plus. Mais Jocelyne refuse de plier. À 17 ans, dans un acte de courage qui défie les conventions de son époque, elle quitte Nice pour Paris, laissant derrière elle le confort de la Côte d'Azur. Elle rejoint les ballets de Roland Petit, un monde exigeant où la discipline frôle la cruauté, mais où elle s'épanouit. Elle enchaîne avec les ballets de la Tour Eiffel, puis danse au théâtre des Champs-Élysées d'Angosse de Paris, une chorégraphie de Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. Ce moment semble être l'apogée de sa carrière de danseuse, mais le destin en décide autrement. La compagnie fait faillite pour des raisons financières, et en un instant, son rêve s'effondre. J'ai cru que c'était la fin, avouera-t-elle. Mais Jocelyne ne se laisse pas abattre. Elle pivote vers l'art dramatique, étudiant avec Solange Sicard à Paris, puis passe un an à Londres pour élargir ses horizons artistiques. En 1956, lors de vacances de Noël à Nice, le destin frappe à nouveau. Lors d'une réunion familiale, elle rencontre le réalisateur Denis de la Patelière et le scénariste Michel Audiard, qui cherchent une actrice pour un petit rôle dans Retour de Manivelle, aux côtés de Michel Morgan et Daniel Gélin. D'abord réticente, « Je suis danseuse, pas actrice », insiste-t-elle, elle cède sous la pression de son père, qui voit là une opportunité éphémère. « Au moins, on te verra une fois à l'écran », plaisante-t-il. Mais un dernier changement s'impose, son prénom. Jocelyne est jugée trop vieillot par les producteurs. Elle choisit Michel, en hommage à sa petite sœur décédée du typhus à 5 ans. Ce choix n'est pas anodin, c'est une renaissance, un adieu à Jocelyne et l'émergence de Michel Mercier, une femme qui, sans le savoir, s'apprête à marquer l'histoire du cinéma. Le rôle d'Angélique change tout. En 1964, après que Brigitte Bardot et Marina Vladi ont refusé le rôle, les producteurs Francis Cohn et Bernard Borderie découvrent Michel en Italie, où elle tourne avec Vittorio Gassman. À 25 ans, elle est belle, expressive, disponible et parfaite pour incarner la marquise des Anges. Le casting est impitoyable, des semaines d'audition, d'essais costumés, de tests dramatiques. Mais Michel s'accroche, voyant en Angélique un reflet de sa propre fougue, de son refus des compromis. Lorsqu'elle décroche le rôle, le succès est immédiat. Angélique, marquise des Anges, 1964, devient un phénomène mondial.
5 films suivent, chacun amplifiant l'obsession du public. Les femmes veulent être elles, les hommes l'idolâtrent, les médias dissèquent ses tenues, sa chevelure, son audace. Mais ce triomphe est une cage dorée. Angélique m'a donné la gloire, mais elle m'a volé ma liberté, dira-t-elle. Les producteurs ne la voient plus que comme l'héroïne romantique, rejetant ses demandes de rôles plus complexes ou de dialogues plus authentiques. Avec un salaire de 50 000 francs par film, une misère pour une star de son envergure, elle refuse de tourner les 6e et 7e volets prévus. J'ai tout fait pour échapper à Angélique, confiera-t-elle, mais elle me rattrapait toujours. Michel Mercier n'est pas seulement une actrice, elle est une rebelle dans une industrie qui exige la soumission, surtout des femmes. À une époque où les actrices doivent sourire et se taire, elle refuse de jouer le jeu. Elle dénonce ouvertement les abus qu'elle subit, bien avant que des mouvements comme #MeToo ne donnent une voix aux victimes. Je pourrais donner une liste de noms d'hommes qui ont essayé de me manipuler, de m'acheter avec des rôles, dira-t-elle dans une interview. En Italie, un magnate du cinéma lui fait des avances explicites. Elle lui crache au visage, ce qui lui vaut une année d'exclusion du marché italien. À Paris, un producteur tente la même chose. Elle répond par un coup de pied bien placé. Il n'a jamais recommencé, dira-t-elle avec un sourire. Mais chaque acte de résistance a un prix. On la qualifie de « difficile », des « ingrate », des étiquettes qui ferment des portes. J'aurais pu faire plus de films, admet-elle, mais pas au prix de mon âme. Cette intégrité la marginalise. Dans les années 1970, les rôles se raréfient. Malgré plus de 50 films, des collaborations avec Jean Gabin, Charlton Heston ou Jean-Paul Belmondo, et une maîtrise de plusieurs langues, les producteurs l'ignorent. Les invitations aux galas s'espacent, les scénarios cessent d'arriver. Pourtant, elle ne regrette rien. J'ai perdu des opportunités, mais j'ai gardé ma dignité, dira-t-elle en 2000. Sa vie personnelle est tout aussi tumultueuse. Michel cherche l'amour avec une ferveur qui reflète son intensité à l'écran, mais les déceptions s'accumulent. Dans les années 1960, elle tombe amoureuse de Gianni Esposito, un chanteur-poète dont la sensibilité la touche profondément. Leur lien est si fort qu'elle repousse les avances d'un chat iranien, qui lui offre des diamants et un mariage. Je ne pouvais pas épouser sans amour, dira-t-elle. En 1961, elle épouse André Smaji, un assistant réalisateur. Leur union, d'abord heureuse, s'effondre face à l'alcoolisme et aux troubles psychiques de Smaji, qui nécessitent des internements. Le divorce, compliqué par les lois françaises de l'époque, est une bataille juridique coûteuse. En 1972, elle épouse Claude Bourillot, un ancien pilote devenu conseiller politique. Il s'installe à Hollywood, où Michel espère se réinventer comme productrice, mais l'industrie américaine la rejette. Leur mariage s'achève en 1979. En Suisse, elle trouve un amour plus stable avec un homme d'affaires, devenant une belle-mère dévouée pour ses 2 fils. Mais il meurt d'un cancer après 2 ans, la laissant sans rien. Un prince romain lui offre une vie fastueuse, mais s'éloigne après 3 ans. La trahison finale arrive en 1996 avec René Leport, un escroc qui détourne 400 000 € de ses comptes via une fausse maison d'édition. J'étais ruinée, avouera-t-elle. J'ai vendu mes tableaux, mes meubles, même les costumes d'Angélique. Leport, condamné en 2008, reste en fuite. Dans ces dernières années, Michel affronte des épreuves physiques. Diagnostiquée avec un mélanome agressif à 71 ans, elle endure des traitements épuisants. Contrainte de vivre à l'ombre pour éviter le soleil, une ironie cruelle pour une femme associée à la lumière. Une chute à domicile fracture son pied. Une seconde chute brise l'autre. J'étais clouée au lit, dépendante, dira-t-elle. Elle doit se séparer de son bichon adoré, un déchirement. La mort de sa sœur la laisse encore plus isolée. En 2023, le mélanome réapparaît, l'obligeant à vivre recluse à Cannes. Je me sens comme un animal caché dans la forêt, confiera-t-elle à Nice Matin. Pourtant, elle ne cède pas au désespoir. J'ai appris ma maladie, et je me suis dit, maintenant, je fais ce que je veux. Malgré tout, son héritage perdure. La ville de Cannes nomme un jardin en son honneur. Les fans lui envoient des lettres, Brigitte Bardot lui écrit, le prince de Monaco s'enquiert de sa santé. Après des décennies à fuir Angélique, Michel l'embrasse enfin. Je suis Angélique, et Angélique, c'est moi, dira-t-elle. Ce n'était pas une reddition, mais une réappropriation. Michel Mercier, à 86 ans, vit dans un appartement ensoleillé à Cannes, entouré de souvenirs et de paix. Elle a aimé, perdu, combattu, et jamais plié. Quelle partie de son parcours vous a le plus touché? Sa rébellion, ses amours, sa résilience? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour d'autres histoires d'icônes.